on est déjà dans l'idée de départ qui sera l'idée d'une autofiction, donc avec la triple identité, l'identité de l'auteur, avec le narrateur et le protagoniste. Tout est absolument vrai au niveau du cadre, mais évidemment l'histoire c'est une fiction, c'est complètement délirant, et donc Maurice Carême va se mettre en scène comme ce poète qui est en panne d'inspiration, qui trouve une méduse et qui soudain a l'impression que cette méduse se transforme en femme. Et donc il y a une sorte de réflexion autour du roman. Donc Maurice Carême est un pionnier de l'autofiction bien avant que l'on invente même le terme, et cette réflexion sur le roman, cette espèce de réflexion méta-romanesque, est illustrée par le fait que dans son manuscrit, à plusieurs reprises, il fait référence à des articles de problèmes du roman, à un collectif d'études sur le roman. Donc au moins à 2 endroits dans le manuscrit, il dit voir problème du roman dans des moments où il s'interroge justement sur ce rapport du roman au réel et de l'illusion romanesque qu'il veut créer. Donc on voit que Maurice Carême réfléchit sur la narration. Et donc, le principe, c'est que tout soit réel. Et donc, au départ, dans une autofiction, Maurice Carême apparaît en jeu et tous les protagonistes sont ses amis. Donc, on trouve André Decroix qui sera la seule à désirer continuer à apparaître sous son vrai nom quand le roman sera publié. On va trouver, en plus d'André Decroix, par exemple, Marie Guévers. Marie Guévers, dans le premier manuscrit, elle est la personne qui loue l'étage supérieur de la Villa Méip. Et Maurice Carême a extrêmement peur que Marie Guévers le surprenne dans sa folie avec ses méduses. On retrouve aussi Michel de Gelderode. Alors Michel de Gelderode est encore présent dans le roman. Il y a encore une allusion à Michel de Gelderode quand Maurice Carême se souvient que Michel de Gelderode lui a confié avoir eu l'impression de vivre comme dédoublé toutes les histoires qu'il racontait dans ses contes. Donc on voit cette interrogation sur la frontière entre le réel et l'espace de la fiction. Donc est-ce que Maurice Carême est en train d'écrire une histoire qu'il a véritablement vécue, ou bien est-ce le fait de l'écrire qui lui donne l'impression qu'il la vit? Et il y a cette interrogation, à la fois le personnage de la Méduse, elle est femme et Méduse, et de même l'écrivain est dédoublé, il est dédoublé entre le réel dans lequel il vit et son réel intérieur, et ces deux parties sont toujours en train de se mélanger, le fantasme et la réalité. Donc c'est pour ça qu'il fait une petite allusion à Michel de Gelderode. Puis il fait aussi une allusion à son ami, donc qui est Franz Hellens, en disant, donc c'est un moment un peu d'ironie où il dit, mais dans le fond cette histoire que je suis en train de vivre avec une méduse, elle aurait mieux fait de tomber entre les mains, que le hasard la fasse tomber entre les mains de Franz Hellens. Ça, c'était une histoire qu'il aurait pu raconter, et moi comment est-ce que je peux raconter ce qu'il m'arrive avec cette méduse qui se transforme? Alors, autre personnage, le personnage de René Van Nest, c'est Karel Janker. Karel Janker, grand ami de Maurice Carême. Maurice Carême l'a traduit, il a traduit Maurice Carême, ils ont travaillé ensemble. Et donc, ce René Van Nest qui s'interroge à la panne sur le comportement de plus en plus étrange de son ami et qui l'invite chez lui, et qui le rencontre aussi chez la veuve de Karel van de Woestijn. Karel van de Woestijn, l'un des poètes préférés de Maurice Carême, qu'il a bien connu et qu'il a traduit dans l'anthologie de la poésie. Et donc c'était extrêmement amusant ce dîner chez les van de Woestijn, puisqu'il met en scène Madame van de Woestijn, et puis aussi la jeune fille de Madame van de Woestijn, qui s'appelle Lily, et qui dans le roman s'appellera Hilda. Et donc c'est elle qui manque de comprendre que Maurice Carême est en train de transporter sa méduse dans un filet à provisions. Et puis chez Karel van de Woestijn, il rentre dans chez Madame van de Woestijn, il entre dans un délire terrible lors du repas, et tous ses amis sont circonspects devant, je cite, son lyrisme méduso-philosophique. Ils sont médusés par ce qui arrive à leur ami Maurice Carême. Alors, tout est réel, donc le principe de cette autofiction, c'est de partir du plus grand nombre d'éléments réalistes pour faire quelque chose de complètement délirant. Et donc là, on a une coupure de presse qui est pliée dans le manuscrit, c'est une coupure de presse qui parle de la guerre en Corée. Donc ça nous prouve bien qu'on est en 1950 quand il écrit le roman, il va mettre plus de 25 ans pour l'écrire, et là, on a un épisode qui a marqué son imagination, parce que les soldats coréens, donc les soldats américains, entendent des soldats coréens qui entament des chants funèbres en buvant,
Et en réalité, les soldats coréens sont en train de faire leur propre enterrement, devinant qu'ils vont être bombardés. Et ce chant funèbre est tellement insupportable que finalement les Américains hâtent le bombardement pour le faire cesser. Et donc, on voit dans le roman l'endroit où Maurice Carême recopie cet article réel en faisant de petites modifications et progressivement, dans le délire du narrateur, eh bien, le chant de ces soldats coréens va s'identifier au chant funèbre de la Méduse et ça va symboliser cette descente progressive dans une forme d'entre-deux morts. On n'est plus dans la vie, on n'est plus dans la mort. Alors, pour prendre l'histoire vraiment du manuscrit, on a 3 états du manuscrit successifs, probablement écrits directement en 1950, donc écrits très très rapidement après le séjour. Alors, cette première partie, donc voilà, on a le premier manuscrit, donc, qui est appelé première partie. En réalité, il comprend le roman Médua tel que nous le connaissons. Donc les 3 parties qui ne sont pas encore bien distinguées, il n'y a encore que 2 parties, mais il couvre toute l'histoire. Et là, on a quelques pages du manuscrit. Alors, le but, c'est que le cadre soit le plus réel possible pour que l'on croie au cadre et d'y insérer des éléments qui font bégayer la réalité. Donc là, on voit un petit message que fait Maurice Carême à la personne qui est en train de taper le manuscrit. Donc à chaque fois qu'il écrit, il fait taper ce qu'il a écrit pendant la journée, puis il récupère les feuilles. Donc c'est sa secrétaire, Janine Burny, et il lui dit « Je ne connais pas encore le nom de ce café où cela va se passer, laisse un blanc ». Donc le but, c'est que ce soit un vrai café qui se trouve réellement sur la digue de la Panne et où on fait des projections cinématographiques. Alors, un autre un autre feuillet où l'on voit tout le jeu autofictionnel. Maurice Carême croise certains de ses amis, donc c'est Madame Furth, et il leur dit « Je ne suis pas Maurice Carême ». Et puis les autres insistent « Mais si, vous êtes Maurice Carême, voyons, farceur ». Et il leur dit « Je viendrai vous voir lorsque je serai redevenu Maurice Carême ». Et donc il y a une sorte de jeu avec lui-même. Est-ce que c'est le vrai Maurice Carême? Est-ce que c'est pas le vrai Maurice Carême? Est-ce qu'on est dans un jeu littéraire? Est-ce qu'on est dans quelque chose qui est autobiographique? Et puis il y a aussi un petit clin d'œil au lecteur, parce que ce roman fantastique, il est tellement différent de ce qu'écrit Maurice Carême normalement, que les lecteurs peuvent se demander, mais est-ce que c'est le vrai Maurice Carême? Et puis, au fil de l'écriture de ce premier manuscrit, soudain, Maurice Carême a des difficultés. Voilà, il perd le fil de son roman. Et donc, au verso de certains feuillets du manuscrit, on a des fragments au crayon de manuscrits antérieurs, de prises de notes antérieures qui sont perdus, mais aussi des moments où il revient au crayon. Et quand il revient au crayon, c'est qu'il est en train, voilà, pour lui, il est en train de buter sur un problème, il revient au brouillon, et là c'est le récit de la fameuse soirée méduso-philosophique chez Van de Woestijn, alors où il met une petite note, où il doit faire ressortir la frustration de son personnage qui se rend compte que tout le monde se moque de ses... de ce qui est réel pour lui, la chose la plus importante pour lui, cette Méduse. Alors, autre chose intéressante, c'est qu'au fil de ce récit, eh bien voilà, il y a sa femme Caprine qui apparaît, mais sa femme devient un véritable personnage de roman. Donc il y a des petites notes de conduite où il note des idées qui vont lui venir. Il dit « Ici, Caprine pourrait peut-être arriver, à moins qu'elle n'arrive le lendemain, je pourrais peut-être ici montrer la ruse terrible de la Méduse qui cherche alors à m'amadouer en me montrant des yeux un livre de poèmes à construire. » Et que doit-il se passer le lendemain? Donc voilà, il est en pleine effervescence et en train de se servir des personnages, des êtres vivants de son quotidien, comme des personnages déplacés, comme des pions dans sa fiction. Et là, vous voyez un autre exemple du manuscrit, extrêmement couturé. Donc là, on voit que Maurice Carême a de plus en plus de mal avec ce système autofictionnel. Tellement que il abandonne son premier manuscrit et il recommence à écrire un nouveau manuscrit, uniquement pour la deuxième partie du roman. Je trouve que la première partie, et c'est vrai, elle est déjà très proche de la réalité, il écrit une deuxième partie, et à nouveau, il se perd, la fin ne le satisfait pas, et il se lance dans un troisième manuscrit, qui est une fin pour Médua. Et cette fin de Médua, qui est alors la troisième partie, en réalité, c'est ce qui va devenir Nausicaa. Donc dans le volume qui paraîtra en 1976, on aura un roman bref, suivi d'une longue nouvelle, Médua puis Nausicaa. Au départ, dans le manuscrit, les deux ne font qu'une seule chose, Médua se prolonge par une dernière partie. Donc la fin de Médua, c'est Maurice Carême qui
pense avoir tué la Méduse, qui voit apparaître la tête de ce forain, de cet artiste qui montre la Méduse et qui représente en quelque sorte le diable, et il s'effondre lui-même avec cette sensation d'avoir la tête coupée, enfin de ne plus avoir de sang dans la tête, et quand il se réveille, on l'a ramené dans sa maison à Anderlecht, et ça ne passe pas ces problèmes, il devient de plus en plus bizarre, il devient de plus en plus violent, il est en proie à des hallucinations, il a l'impression que les yeux de la Méduse le poursuivent partout, et ça devient d'ailleurs assez insoutenable. Là, vous avez un feuillet, cette fois-ci, du tapuscrit. Dans ce tapuscrit, Maurice Carême décrit son bureau. Et vous avez une photographie de lui à son bureau. Et ça, c'est un peu ce qui doit se passer normalement dans la maison. Hein, ambiance très calme, Maurice Carême qui écrit avec son chat Youpi et son perroquet. Et là, il décrit la pièce, sauf que le chat est complètement effrayé par son maître et le perroquet s'enfuit en voyant Maurice Carême qui soudain est pris d'une hallucination parce qu'il voit apparaître dans ses lunettes, que vous voyez là, les deux yeux de la Méduse qui le regardent. Donc on voit que Maurice Carême montre son univers quotidien tellement calme auquel les lecteurs sont habitués, parce que Maurice Carême met en scène sa maison depuis la Maison Blanche, son recueil La Maison Blanche, et bien là il montre son univers habituel qui est en train de sombrer dans la folie. Alors, ensuite, après ce premier tapuscrit, Maurice Carême se rend compte que tout compte fait, ce jeu autofictionnel, c'est quand même un petit peu dérangeant, c'est quand même un petit peu violent de se représenter comme un artiste au bord de la folie, et il décide finalement d'abandonner. Donc le personnage deviendra un double fictionnel, le personnage s'appellera Rivière, il change tous les noms sauf le nom d'André Decroix, qui aime bien l'idée du jeu autofictionnel, qui désire rester. Et puis progressivement il se dit qu'il doit séparer la dernière partie et en faire une nouvelle autonome. Donc c'est un cas assez incroyable dans l'histoire littéraire où on a une partie de la matière narrative qui va être extraite du roman, et on va avoir une sorte de roman double, un roman avec son petit satellite qui le complète avec deux portraits, parce que Médua et ce qui va devenir la nouvelle sont unis par le fait qu'on a à chaque fois le portrait de deux artistes qui sont en panne d'inspiration et qui sont en proie à des hallucinations et des pulsions destructrices et autodestructrices, parce qu'ils sont habités par leur œuvre, ils sont habités par l'idéal, l'un de la peinture, l'autre de la poésie, et cet idéal est tellement immense qu'ils ne se rendent plus compte qu'ils sont en train de se détruire eux-mêmes, qu'ils sont en train d'être rongés, qu'ils sont en train de détruire leurs proches, de détruire leur cadre quotidien. Donc on aura une sorte de continuum de thématiques entre les deux textes qui en réalité au départ n'en faisaient qu'un seul, et ça c'est la page où soudain Maurice Carême a cette sensation qu'il doit faire de la dernière partie de Médua une nouvelle autonome qui s'appellera Nausicaa, et pour changer complètement le cadre, il se dit qu'il va basculer de la première personne à la troisième personne. Donc dans le manuscrit il va biffer tous les jeux pour faire passer son texte au il, et puis surtout qu'il ne doit plus avoir un poète, mais un peintre. Donc toutes les allusions au matériel du poète vont se transformer en allusions au peintre. Donc il n'est plus devant sa table de travail, il est devant son chevalet, il ne tient plus un porte-plume, il tient un pinceau. Et cette deuxième nouvelle, il hésite sur son titre. D'abord il l'appelle le portrait. Il appelle la jeune fille qui au départ était la Méduse qui venait l'hanter, il cherche plusieurs noms, il lui donne des noms russes un peu cryptés, un peu étranges, Maïmouna, Ouskoun, et puis soudain il a une illumination en se faisant lecteur de sa propre œuvre. Il se rend compte que dans le fond il y a un rapprochement avec le mythe de Nausicaa, et ça c'est la feuille, la première feuille où la jeune fille soudain se transforme en Nausicaa dans une forme de correction. Et entre-temps, il a trouvé le nom pour la femme de ce peintre, c'est Madeleine. Alors, les tapuscrits vont se continuer. Il y a des strates multiples de tapuscrits qui sont difficiles à dater, qui sont mélangés les uns dans les autres, qui sont lacunaires, parce que Maurice Carême ne cesse de reprendre son texte, il hésite de plus en plus. Manifestement, il y a un premier état qui le satisfait dans les années 60, il le présente à plusieurs éditeurs.
Puis finalement le projet ne voit plus le jour. En 71, il tente à nouveau de le présenter à un éditeur et il essuie un refus. Donc il se remet une nouvelle fois à écrire. Et ça c'est vraiment le dernier tapuscrit avec encore beaucoup de corrections. Avec la scène finale où il embrasse la méduse. Il fait se rompre le charme et soudain la méduse tombe morte et lui-même s'effondre. Et donc voilà la réception de Médua. Donc d'abord une lettre de Robert Sabatier. Robert Sabatier, donc ça c'est une lettre qui date de 1971. Maurice Carême a proposé à son ami le roman pour Albin Michel et Robert Sabatier lui dit qu'il lui écrit en tant qu'éditeur et en tant qu'ami. Et que en tant qu'éditeur, il n'a pas vraiment apprécié le livre et en tant qu'ami aussi, il lui déconseille de le publier. Alors, à la même période, en 76, il le présentera aussi, comme Jean-Baptiste Barognan l'a dit, chez Marabout. Et ensuite, il l'envoie, finalement il paraîtra à la Renaissance du livre, et il en envoie un des premiers exemplaires, avant même qu'il ne soit paru, à un autre de ses amis, Marcel Brion. Et Marcel Brion a un avis tout à fait opposé à Robert Sabatier, puisqu'il dit que vous... émerveillé, je le suis de Médua aussi, vous avez intégré le fantastique dans la réalité quotidienne, gravé un symbole de haute initiation au front d'une ville balnéaire. Vous avez réussi à faire que le réel réel et la réalité fantastique adhèrent l'une l'autre et s'harmonisent totalement. La presse sera tout aussi divisée avec des journaux qui vont adorer et d'autres qui vont dire, comme la Libre Belgique, que l'on est en droit quand même de préférer le Maurice Carême habituel, les poèmes joyeux, les poèmes pour les enfants, plutôt que cette sombre histoire de Méduse. Et puis, chose étonnante, la presse compare régulièrement Médua à La femme changée en renard, en trouvant avec un récit assez différent. C'est un homme qui voit soudain sa femme changer en renard, et donc il essaie de la garder auprès d'elle. Et d'abord, cette femme, elle reste un être... Elle garde un comportement humain, puis elle devient de plus en plus animale, de plus en plus un vrai renard, jusqu'au moment où il est obligé de lui rendre la liberté, où elle va avoir des petits renardeaux, mais qu'il va adopter, donc il va s'occuper. Mais donc il voit progressivement le basculement de l'humanité à l'animalité, à la sauvagerie, et malheureusement il ne réussit pas à protéger sa femme d'être tuée par un chien lors d'une de ses chasses au renard. Donc vous savez que les Anglais sont friands. Et donc Maurice Carême avait lu évidemment ce livre et il l'avait dans sa bibliothèque.